Les Jeux olympiques Santiunsan sont une célébration mondiale de l'athlétisme, de l'unité et de l'accomplissement humain. Pour les amateurs de sport du monde entier, ils représentent un événement majeur. Ces histoires déchirantes vont ruiner ce que vous pensez des Jeux olympiques. Voici les 11 tragédies olympiques les plus horrifiantes. Numéro 11. La mort, qui a changé les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques célèbrent la force de l'esprit humain, mais parfois la quête de gloire a un coût inimaginable. En 1960, lors des Jeux olympiques de Rome, la mort du cycliste danois Knud Annamark Jensen a envoyé des ondes de choc à travers le monde du sport. En compétition dans le contre-la-montre par équipe de 100 km, Jensen avait poussé son corps à la limite sous un soleil brûlant. Au deuxième jour des Jeux, la chaleur avait atteint près de 40 degrés Celsius, transformant l'événement en une bataille pour la survie. Jensen luttait déjà contre les températures extrêmes, mais il refusait d'abandonner. Se retirer signifierait disqualifier toute son équipe. Au fur et à mesure que la course avançait, son état physique s'est détérioré rapidement. Il est devenu étourdi et sa capacité à contrôler son vélo affaiblie. Ses coéquipiers, désespérés de le maintenir debout, ont fait de leur mieux pour le soutenir. Mais malgré leurs efforts, Jensen s'est effondré sur le bitume chaud et a perdu connaissance. Il a été transporté d'urgence dans une tente médicale militaire à proximité, où il s'est resté inconscient pendant 2 heures, dans une chaleur accablante, avec des températures à l'intérieur de la tente atteignant 50 degrés Celsius. Bien que les médecins aient tenté de le réanimer, il est décédé et la cause de sa mort reste un mystère à ce jour. Certains croient que la chaleur était un facteur direct, tandis que d'autres spéculent que des drogues ont pu jouer un rôle, car l'entraîneur de l'équipe danoise aurait prétendument donné au cycliste un vasodilatateur. Cependant, un rapport officiel l'a blanchi de toute accusation de dopage, laissant beaucoup s'interroger sur la véritable cause de sa mort. Le décès de Jensen a marqué un moment clé dans l'histoire olympique, entraînant l'introduction de tests de dépistage de drogue pour protéger les athlètes et prévenir de telles tragédies à l'avenir. Sa mort reste un rappel des dangers auxquels les athlètes font face lorsqu'ils sont poussés trop loin. Numéro 10. Tragédie au rugby. Dans les années 1920, Jack Trice a fait l'histoire en tant que premier joueur de football afro-américain à l'Université d'État de l'Iowa. Connu pour sa force et sa détermination, Trice est rapidement devenu un athlète exceptionnel, son style de plaquage agressif lui valant le respect sur le terrain. Mais dans un tournant tragique du destin, la carrière prometteuse de Trice a pris fin brutalement lors d'un match contre l'Université du Minnesota. Après avoir subi une blessure à la clavicule tôt dans le match, la plupart des joueurs se seraient assis, mais Trice a refusé d'abandonner son équipe. Il est retourné sur le terrain malgré la douleur, déterminé à contribuer au succès de son équipe. La résolution de Trice s'est révélée être sa perte. À un moment critique, il a tenté un plaquage et a été piétiné par 3 joueurs adverses. La collision violente lui a causé de graves blessures internes et, malgré les efforts des secours pour le sauver, l'état de Trice s'est détérioré. 2 jours plus tard, à l'âge de 21 ans, il est décédé de ses blessures. La mort de Jack Trice a laissé une marque indélébile sur l'Université d'État de l'Iowa et le monde du sport. Son histoire transcende l'athlétisme, mettant en lumière l'expérience humaine universelle de la persévérance face à l'adversité. L'héritage de Trice perdure comme un symbole de courage et sa mémoire continue d'inspirer athlètes et étudiants, nous rappelant que la puissance de l'esprit humain ne connaît pas de limite. La tragédie de son décès prématuré sert de rappel que l'amour d'un sport et le désir de réussir peuvent de parfois avoir un prix élevé. Numéro 9. Le cavalier de taureau Lane Frost. La vie de Lane Frost était destinée à devenir une légende. Dès son jeune âge, il a montré un talent remarquable pour la monte de taureau, gagnant une réputation pour sa compétence et sa détermination. En tant que cavalier professionnel, Frost est rapidement devenu l'une des plus grandes stars du sport. En 1989, lors du rodéo de Cheyenne Frontier Days dans le Wyoming, il a fait face à l'un des moments les plus infâmes de l'histoire de la monte de taureau. En montant un puissant taureau Brahma nommé Taken Care of Business, Frost a réalisé une performance de 85 points qui a impressionné le public et a sécurisé sa place parmi les meilleurs cavaliers du sport. Cependant, le désastre a frappé après qu'il soit descendu. Le taureau, enragé par la monte, s'est retourné et a chargé Frost, le frappant avec ses cornes. L'impact fut catastrophique, provoquant des blessures internes qui se sont bientôt révélées fatales. Malgré les meilleurs efforts du personnel médical pour le sauver,
Lance Frost est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. La mort de Frost a envoyé des ondes de choc à travers la communauté du rodéo, et suite à cela, des changements importants ont été apportés pour améliorer la sécurité des cavaliers. L'équipement de protection est devenu obligatoire, garantissant qu'aucun autre cavalier ne ferait face au même risque. En 2017, Lane Frost a été intronisé au Hall of Fame de la monte de taureau, consolidant sa place dans les histoires du rodéo. Sa mort tragique a été un tournant pour le sport, mais son héritage perdure. L'histoire de Frost est un témoignage du courage et de la ténacité d'un athlète qui a tout donné pour sa passion, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer. Numéro 8. La tragique fin de la boxeuse. Becky Zerlantis était une athlète accomplie dont les talents s'étendaient à divers sports, des arts martiaux à la natation synchronisée. Sa passion pour la boxe, cependant, était là où elle brillait vraiment. En 2002, elle a remporté un titre régional des Golden Gloves en tant que boxeuse poids léger, montrant sa compétence et sa détermination sur le ring. Mais en 2005, Zerlantis est revenue dans le sport pour ce qui devait être son dernier combat, les championnats de boxe féminin seniors de l'État du Colorado. Malheureusement, ce match se terminerait en tragédie. Au troisième round de son combat contre Heather Schmitz, Zerlantis a été frappée par un puissant coup à la tempe gauche, la plongeant dans l'inconscience. Malgré une intervention médicale immédiate, elle ne retrouva jamais connaissance et est décédée le lendemain des suites d'un traumatisme crânien. La mort de Zerlantis a marqué une étape sombre, car elle est devenue la première boxeuse à mourir dans un match sanctionné aux États-Unis. Son décès a envoyé des ondes de choc à travers le monde de la boxe et a suscité de nouvelles conversations sur les risques des sports de combat, en particulier pour les femmes. L'héritage de Becky Zerlantis est mémorisé non seulement pour ses accomplissements sur le ring, mais aussi pour ses contributions en tant qu'éducatrice. Son histoire sert de rappel poignant des dangers auxquels les athlètes font face dans leur quête d'excellence, tout en soulignant l'importance de la sécurité et des mesures de protection dans les sports de combat. Numéro 7. Un tournant tragique, 2010, Jeux olympiques d'hiver. Les Jeux olympiques sont censés mettre en valeur le sommet de la compétence humaine, de la force et de la détermination. Mais à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, le monde a été rappelé des dangers qui accompagnent le fait de pousser les athlètes à leurs limites. Le Whistler Sliding Center, qui avait déjà suscité des controverses avant les Jeux, s'est révélé beaucoup plus dangereux que quiconque ne l'avait imaginé. Juste avant le début de la compétition, plusieurs incidents se sont produits sur la piste. Une lugeuse roumaine a perdu le contrôle lors d'un essai, subissant de graves chanaènes. Blessures qui ont anéanti ses rêves olympiques. Peu après, un concurrent américain a connu un accident mais a eu la chance de s'en sortir avec seulement des blessures de mineurs. Même Arman Ugelian, un lugeur arménien chevronné renommé pour ses compétences, a été éjecté de la piste par le design difficile, un événement rare pour un athlète de son calibre. Pourtant, aucun de ces événements n'était aussi déchirant que ceux qui allaient le suivre. Nodar Kumaratashvili, un lugeur géorgien de 21 ans, se préparait pour son dernier essai d'entraînement. Son meilleur ami, Levon Grishidze, venait de terminer son essai avec succès, et la famille de Nodar était dans les gradins, attendant avec impatience sa performance. Alors que Nodar filait sur la piste, il n'avait aucune peur dans son cœur. Il avait la confiance nécessaire pour aborder le redoutable 13e virage, un virage aigu connu pour son imprévisibilité. Alors qu'il traversait la courbe, il semblait qu'il allait s'en sortir sans problème. Mais en un instant, le désastre a frappé. Le traîneau de Nodar a dévié de sa trajectoire et l'a projeté contre un pilier en acier à une vitesse de près de 90 miles par heure. La collision a été dévastatrice et au moment où Levon est arrivé à ses côtés, les ambulanciers tentaient déjà de le réanimer. Malheureusement, il était trop tard. Nodar est mort sur le coup et les Jeux olympiques ne seraient plus jamais les mêmes. Suite à cette tragédie, l'équipe géorgienne a porté des brassards noirs lors de la cérémonie d'ouverture en son honneur. Levon, dévasté par la perte de son ami proche, a finalement quitté le sport. Pourtant, la partie la plus troublante de cette tragédie était les conséquences. Les responsables olympiques ont blâmé la mort de Nodar sur une simple erreur qu'il avait commise. Mais la réalité était bien plus compliquée. La piste avait été critiquée pour sa vitesse et son design dangereux bien avant les Jeux, avec de nombreuses plaintes déposées en 2009. Même une vitesse enregistrée de 134 miles par heure au 16e virage, dépassant largement la limite de sécurité, n'avait pas entraîné de changement. Malgré les preuves accablantes, personne n'a pris la responsabilité des conditions dangereuses de la piste. La mort de Nodar Kumaratashvili n'était pas un simple accident, mais une catastrophe évitable.
Son décès continue de nous rappeler les risques qui accompagnent le fait de pousser les athlètes au-delà de leurs limites. Numéro 6. Une course fatale. Les Jeux olympiques ont toujours été une plateforme pour les athlètes afin d'afficher un talent et une endurance sans précédent. Cependant, au début du XXe siècle, les normes de sécurité étaient beaucoup moins strictes et les risques auxquels les athlètes faisaient enfin face étaient souvent ignorés. Les Jeux olympiques de Stockholm de 1912, par exemple, ont été marqués par des conditions éprouvantes qui ont mis à l'épreuve les limites des athlètes. Parmi ceux qui ont affronté ces défis difficiles se trouvait Francisco Lázaro, un marathonien portugais déterminé à donner le meilleur de lui-même lors de la première apparition de son pays aux Jeux olympiques. Lázaro s'était déjà fait un nom en remportant 3 titres nationaux au Portugal. Son dévouement et sa force étaient évidents lorsqu'il a fièrement porté le drapeau portugais lors de la cérémonie d'ouverture. Mais alors que le marathon commençait, Lázaro allait bientôt réaliser que les conditions extrêmes à Stockholm étaient plus qu'il ne pouvait supporter. Une vague de chaleur a frappé la ville, poussant les températures bien au-delà de ce à quoi la plupart des coureurs étaient habitués. Bien que beaucoup craignaient que la chaleur ne lui coûte cher, 68 coureurs se sont tout de même alignés au départ. Lázaro a couru avec une persistance remarquable, restant proche de l'avant malgré la chaleur oppressante. Mais au fur et à mesure que la course avançait, la pression physique est devenue trop forte. À environ 30 km, il s'est soudainement effondré d'épuisement, son corps cédant à la chaleur. Les spectateurs et les officiels de la course se sont précipités à ses côtés, ne trouvant qu'un homme sévèrement surchauffé avec une température corporelle dangereusement proche de niveau fatal. Il a été immédiatement transporté aux soins médicaux, mais il était trop tard. Lázaro est décédé d'un coup de chaleur le lendemain matin. Bien que la chaleur ait été initialement blâmée pour sa mort, une autopsie a révélé un facteur supplémentaire ayant contribué à son effondrement. Lázaro avait enduit son corps de cire avant la course. Cette décision, probablement prise pour réduire la friction ou éviter les coups de soleil, avait involontairement empêché son corps de transpirer, nuisant ainsi à sa capacité à réguler sa température. Associé à une condition cardiaque sous-jacente, cela a conduit à sa mort prématurée. L'histoire de Francisco Lázaro reste un rappel obsédant des risques auxquels les athlètes ont toujours été confrontés, surtout lorsqu'ils poursuivent la gloire dans des conditions qui poussent leur corps au-delà du point de rupture. Ses derniers mots avant la course, « Je vais soit gagner, soit mourir en essayant », sont désormais à jamais liés à sa fin tragique, servant d'avertissement sur la façon dont l'ambition peut conduire à des conséquences fatales. Maintenant, il est temps de passer au sujet léger. Faisons cela rapidement et passons à autre chose, car personne ne veut regarder cette image trop longtemps. Ce pauvre gars était un athlète olympique, spécialisé en gymnastique. Se lancer dans les airs de cette manière, tournoyant et virevoltant, en défiant la gravité avec majesté et grâce, n'est pas facile. Cela peut mal tourner et malheureusement pour lui, cela l'a fait. En tombant de l'air, vous pouvez voir ce qui est arrivé à sa jambe lorsqu'il a heurté le sol. Malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, il n'est plus un gymnaste professionnel. Comme toujours, faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 5. Le dernier voyage de Barman Gol. Barnazad. Les Jeux paralympiques sont une célébration de la résilience humaine, mettant en avant des athlètes qui ont surmonté d'incroyables obstacles pour concourir au plus haut niveau. Barman Golbarnazad était un exemple parfait de cet esprit. En tant que seul cycliste iranien aux Paralympiques de Rio 2016, l'histoire de vie de Golbarnazad était celle d'une persévérance extraordinaire. Ayant survécu à la guerre Iran-Irak, il avait déjà enduré des épreuves inimaginables. Après avoir perdu sa jambe à cause d'une explosion de mine, Golbarnizad n'a pas laissé sa blessure le définir. Au lieu de cela, il a canalisé son énergie dans l'haltérophilie, où il a remporté 12 médailles d'or et 1 d'argent. En 2006, une blessure à l'épaule l'a contraint à prendre sa retraite de l'haltérophilie, mais sa volonté de compétition est restée forte. Il a trouvé un nouveau défi dans le cyclisme, qui exigeait non seulement de la force physique, mais aussi une grande ténacité mentale. Une décennie plus tard, Golbarnizad a fièrement représenté l'Iran aux Paralympiques de Rio, concourant dans la catégorie C4 pour les athlètes ayant des déficiences des membres. La course sur route à Rio était un défi redoutable. S'enroulant à travers un terrain escarpé et rocheux, le parcours mettait à l'épreuve même les cyclistes les plus expérimentés. Mais Golbarnizad avait prouvé maintes fois qu'aucun obstacle n'était trop grand pour lui.
Alors qu'il descendait une section particulièrement traîtresse du parcours, le désastre a frappé. Il a perdu le contrôle de son vélo et a dévié de la trajectoire, s'écrasant contre une roche pointue. L'impact a été dévastateur et bien que Golbarnizad portait un casque, la blessure à la tête qu'il a subie s'est révélée trop sévère. Les secours sont rapidement arrivés et l'ont transporté à l'hôpital, mais ses blessures étaient fatales. En route, son cœur son cœur s'est arrêté et le monde a perdu un véritable héros. La mort de Gulbarnizad a été un rappel tragique que même les athlètes les mieux préparés peuvent faire face à des moments catastrophiques inattendus. Sa vie et sa carrière remarquables avaient déjà défié les probabilités, et son décès prématuré a laissé un vide dans le cœur de tous ceux qui le connaissaient. Cela a également mis en lumière les dangers inhérents au cyclisme de compétition, un sport qui exige à la fois vitesse et précision. Son héritage perdure, inspirant les autres à ne jamais abandonner face à l'adversité. Numéro 4. Un vol interrompu, la chute tragique d'Ignaz Steffsen. Les Jeux Olympiques ont toujours célébré les limites de l'accomplissement humain. Des sport traditionnel aux démonstrations de compétences plus inhabituelles, Ignaz Steffsen, un aviateur autrichien, était l'un de ces pionniers, excellent dans le domaine relativement nouveau du vol à voile. Son expertise dans l'exploitation des courants d'air en faisait l'un des pilotes de planeurs les plus renommés au monde. Dans les années suivant la Première Guerre mondiale, les démonstrations de vol de Stephenson au-dessus de Vienne ont prouvé que les courants thermiques essentiels au vol à voile existaient bel et bien. Les réalisations de Stephenson dans ce domaine lui ont valu un rôle prestigieux en tant que chef de l'équipe autrichienne de planeurs lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Le 3 août, des milliers de spectateurs se sont rassemblés pour son vol de démonstration, désireux d'assister à l'élégance du vol sans moteur. L'événement visait à mettre en avant les compétences et la précision requises pour voler sans moteur, ce qui demandait non seulement une maîtrise technique mais aussi une compréhension approfondie des forces naturelles en jeu. Avant la performance officielle, Stephenson a décidé de réaliser un dernier vol d'entraînement pour s'assurer que tout était parfait. Il a pris son envol dans son planeur, le Ransperber, effectuant des manœuvres douces tout en testant les conditions de vent. Mais pendant cet entraînement de routine, le désastre a frappé. L'une des ailes du planeur a soudainement lâché, envoyant Stephenson plonger vers la terre. Stephenson a tenté de déployer son parachute pour ralentir sa chute, mais à seulement 700 mètres, le parachute n'a pas eu le temps de s'ouvrir complètement. La foule a regardé avec horreur alors que l'aviateur, autrefois célébré pour son incroyable habileté, était maintenant impuissant à arrêter sa descente. L'accident a été fatal, mettant fin à la vie de l'un des esprits les plus brillants de l'aviation. La mort tragique d'Ignaz Steffsen a souligné les dangers inhérents à la poussée des limites de l'accomplissement humain, même pour les athlètes les plus expérimentés et les plus qualifiés. Son décès a provoqué des ondes de choc au sein de la communauté olympique, interrompant l'héritage d'un homme qui avait consacré sa vie à explorer les frontières inconnues du vol. Numéro 3. Le plus ancien olympien à mourir en compétition. Les Jeux olympiques d'hiver de 1964 à Innsbruck, en Autriche, ont été historiques bouleversants pour de nombreuses raisons, mais deux événements tragiques allaient assombrir les Jeux et laisser un impact durable. Parmi les athlètes participant à l'épreuve de luge se trouvait Kazimierz Skrzypecki, un concurrent né en Pologne qui représentait la Grande-Bretagne. À 55 ans, il était l'athlète le plus âgé de l'épreuve, gagnant le surnom affectueux d'oncle de la part de ses collègues concurrents. Malgré son âge, Skrzypecki était un professionnel chevronné, ayant servi comme pilote de la Royal Air Force, et il était en excellente condition physique. Son objectif était de prouver qu'il pouvait encore rivaliser avec les athlètes plus jeunes, et rien, ni son âge, ni les risques du parcours ne l'arrêteraient. Cependant, la piste de luge à Innsbruck présentait de graves dangers. De nombreuses sections de la piste étaient mal entretenues, et des zones de glace détrempées rendaient encore difficile le maintien du contrôle pour les athlètes. Même les luges expérimentés avaient du mal avec les conditions imprévisibles de la piste, entraînant des accidents fréquents. Les journalistes couvrant l'événement ont noté l'augmentation du nombre d'accidents, mais aucune mesure n'a été prise pour améliorer la sécurité. Malgré ces signes d'alarme, Kazimierz Skrzypecki est resté déterminé à concourir. Lors d'un essai, le désastre a frappé. Alors qu'il descendait la piste glacée, sa luge a soudainement vacillé de manière incontrôlable, et elle a été projetée hors de la piste à grande vitesse, s'écrasant violemment sur le sol gelé. L'impact a été dévastateur, et Skrzypecki a souffert de fractures sévères du crâne et du pelvis.
Bien qu'il ait été transporté d'urgence à l'hôpital, les blessures tentées étaient trop graves pour que son corps puisse les supporter. Les médecins ont tenté une chirurgie d'urgence dans une tentative désespérée de le sauver, mais son cœur a lâché pendant l'opération. Juste quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, Kazimierz Skrzypecki est décédé. La nouvelle de sa mort a fait des vagues dans la communauté olympique. Le village olympique est entré en deuil et les athlètes ont exigé des explications. La piste de luge était-elle vraiment sûre ? La tragédie aurait-elle pu être évitée ? Au lieu de répondre à ces préoccupations, les organisateurs olympiques y sont restés silencieux, laissant les rumeurs se répandre. Certains ont suggéré que l'âge de Skrzypecki était un facteur contributif, impliquant qu'il était simplement trop vieux pour participer à un événement aussi dangereux. Cependant, ceux qui le connaissaient bien rejetaient cette idée. Skrzypecki s'était entraîné aussi dur que n'importe lequel de ses jeunes concurrents et son expérience en tant que pilote avait aiguisé ses réflexes. Il était clair que le véritable problème résidait dans la conception médiocre de la piste. Malgré cette perte tragique, aucune mesure n'a été prise et la compétition de luge a continué comme prévu. La mort de Kazimierz Skrzypecki était un rappel que dans la quête de la gloire olympique, les athlètes paient parfois le prix ultime. Numéro 2. La fin tragique de l'Australien Ross Mills. Aux Jeux olympiques d'hiver de 1964 à Innsbruck, le skieur australien de 19 ans, Ross Mills, a tragiquement perdu la vie, devenant la deuxième fatalité des Jeux. Beaucoup de gens croyaient initialement que sa mort prématurée était due à son manque d'expérience dans les sports d'hiver. L'Australie n'était pas connue pour sa culture des sports d'hiver, et la mort de Mills semblait confirmer les inquiétudes concernant les athlètes des climats plus chauds, mal préparés pour les défis de la compétition hivernale. Cependant, sa mort a révélé un problème beaucoup plus complexe qui a jeté une ombre sombre sur l'organisation des Jeux olympiques. Mills faisait partie d'une petite mais déterminée équipe australienne, désireuse de prouver que leur pays pouvait rivaliser au plus haut niveau des sports d'hiver. Malgré les obstacles, ils étaient déterminés à laisser leur empreinte lors des Jeux. Cependant, les conditions à Innsbruck étaient loin d'être idéales. La région avait peu reçu de neige, obligeant l'armée à transporter de la neige d'autres zones pour construire les pistes. De plus, le parcours de ski alpin manquait de barrières de protection, exposant les athlètes au risque des arbres et d'autres dangers. Les quelques barrières placées autour des arbres étaient au mieux inadéquates, offrant peu de protection à grande vitesse. Le 25 janvier, Mills s'était lancé sur le parcours pour son premier essai officiel. Il a commencé fort, mais alors qu'il approchait l'une des sections les plus raides de la piste, le désastre a frappé. Il y avait des gens sur le parcours devant lui, et dans une tentative d'éviter une collision, Mills a viré brusquement. Cette manœuvre soudaine lui a fait perdre le contrôle de ses skis, et il s'est écrasé contre un arbre, le rendant inconscient. Il a été héliporté à l'hôpital, mais malgré les efforts pour le sauver, ses blessures étaient trop graves et il est décédé. Suite à l'incident, une enquête sur la mort de Mills n'a trouvé aucune faute des organisateurs de la piste. Au lieu de cela, le rapport officiel a blâmé l'inexpérience de Mills, rejetant son origine australienne comme raison de son incapacité à gérer correctement le parcours dangereux. Beaucoup ont estimé que cette explication était injuste et ignorait la véritable cause, le manque de mesures de sécurité sur la piste. La mort de Ross Mills ainsi que le silence des responsables olympiques est devenu un sombre rappel de la façon dont les préoccupations de sécurité étaient souvent négligées pendant les Jeux. Pourtant, le frère cadet de Mills, inspiré par la détermination de son frère, a participé aux mêmes Jeux et a remporté une médaille, symbolisant la résilience de l'équipe australienne face à la tragédie. Numéro 1. Un ski mortel. Les Jeux olympiques ont toujours été une vitrine de la force et de la persévérance humaine, mais certains sports poussent les athlètes à des extrêmes terrifiants. L'un de ces événements était le ski de vitesse, qui a été présenté comme un sport de démonstration lors des Jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville, en France. Le ski de vitesse consiste à atteindre une vitesse maximale avec des athlètes portant des combinaisons aérodynamiques spécialisées conçues pour les aider à atteindre des vitesses de pointe. Dans cet événement extrême, les skieurs atteignaient des vitesses supérieures à 255 km/h, ce qui en faisait l'une des disciplines les plus dangereuses des sports d'hiver. Le skieur suisse Nicolas Bocciatai était l'un des principaux concurrents en ski de vitesse, s'étant entraîné pendant des années pour participer à cet événement à haut risque.
Il s'est qualifié pour les finales et le matin du 22 février 1992 devait être un dernier échauffement avant sa grande course. Bocciatai, avec ses coéquipiers, a décidé de s'échauffer en skiant sur une pente publique. Ce qui devait être une préparation de routine a pris un tour fatal. Alors qu'il descendait la pente, Bocciatai s'est approché d'une petite élévation du terrain. En atteignant le sommet de la colline, il a été confronté à une vue inattendue et horrifiante. Juste sur son chemin se trouvait une grande machine à damer la neige. Bocciatai se déplaçait à une telle vitesse qu'il n'avait pas le temps de réagir. Incapable de changer de direction ou de s'arrêter à temps, il a percuté la machine de plein fouet. L'impact a été dévastateur et il est mort sur le coup. Malgré la gravité de l'accident, les spectateurs des finales de ski de vitesse ont été laissés dans l'ignorance. Aucune annonce officielle n'a été faite concernant la mort de Bocciatai, et les circonstances entourant l'accident demeurent floues. Certains témoins affirment que la machine à damer la neige n'était pas correctement signalée ou positionnée, tandis que d'autres soutiennent que Bocciatai aurait dû être en mesure de voir l'obstacle. Ajoutant à la confusion, Bocciatai aurait skié avec des skis de slalom plutôt qu'avec des skis de vitesse lors de l'accident, soulevant d'autres questions sur l'incident. La mort de Bocciatai a eu un profond impact sur le sport, et cela a finalement conduit à l'exclusion du ski de vitesse des futurs Jeux olympiques. Les dangers de l'événement étaient jugés trop grands, et il était clair que la quête de la vitesse extrême pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Même dans des événements olympiques plus traditionnels, le risque de blessure et de mort est toujours présent, nous rappelant que la quête de la gloire a souvent un prix tragique. Saviez-vous que les Jeux olympiques pouvaient être si dangereux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.